Le jeu transforme le hasard en destinée, la probabilité en chance, la raison en passion. Une habitude bien française qui rapporte gros à l'État. Tu rentres le cadre, tu rondes. Et un monopole qui est aujourd'hui attaqué par les géants du jeu en ligne. Mais dans cet univers plane aussi l'ombre des grands bandits. Un mythe sulfureux colle au jeu, celui d'une activité liée au crime organisé. Une sale réputation colportée par le cinéma de genre et la littérature. Dans ce cliché, les gangsters de haut vol contrôlent des maisons où l'on joue au poker, où les femmes fatales sont croupières et où l'on règle ses dettes à l'arme de guerre. Ces ingrédients qui font le sel des polars, on les retrouve dans le roman noir d'un fait divers bien réel, l'affaire du Cercle Concorde. Quand vous avez un mafieux qui est à 3 h du matin en train de dormir et qui fait un rêve sublime, il rêve d'avoir un casino. Pourquoi? Parce que le casino A génère de l'argent et B, il le blanchit en même temps. Septembre 2006, un cercle de jeu, le Concorde, ouvre ses portes en grande pompe. L'endroit se veut branché, des people se sont déplacés. Le champagne coule à flot sur les gourous de la com, les journalistes, les têtes couronnées, tous attirés par le frisson du jeu. Rapidement, l'établissement s'érige en temple sacré des flambeurs parisiens et rafle la mise du poker. Chiffre d'affaires de croisière, 3 millions d'euros. C'est un Corse qui dirige cet établissement à la pointe de la mode. Son credo, les affaires, les mondanités et les lieux branchés. Il s'appelle Paul Lantieri. Disons que c'est un nom qui n'est pas inconnu à la fois du petit milieu journalistique, du milieu politique et des milieux judiciaires. Alors Paul Lantieri, c'est quelqu'un qui est d'une grande famille de Bonifacio, qui possédait notamment une boîte de nuit qui était très connue en Corse jusqu'à ce qu'elle explose, qui s'appelait l'Amnésia. C'était la plus grande boîte de nuit à ciel ouvert de France et qui a explosé en l'an 2000 sous, je crois, dans mes souvenirs, c'est 8 charges de 500 kilos. Ce que la clientèle ignore, c'est que Paul Lantieri traîne derrière lui un sérieux souci. Le patron est mis en examen pour recel de malfaiteurs dans un triple assassinat survenu à 700 km de là, le 4 avril 2006. Cette nuit-là, à Marseille, on rejoue la tragédie criminelle dans un de ses lieux communs, le règlement de compte au bistrot du coin. Dans le quartier de Saint-Just, le bar des Marronniers, un commando est aux aguets. Devant la télé, un caïd et 2 de ses lieutenants n'ont pas pris toutes les précautions d'usage. Ils tournent le dos à l'entrée du troquet. C'est pour manger. Dans ce restaurant, 3 hommes sont abattus, parmi eux celui que l'on présente comme l'un des nouveaux caïds de la côte, Farid Berama. Farid Berama, la principale victime, est un truand confirmé de la pègre marseillaise. Un caïd de cité en pleine ascension, soupçonné d'être un acteur de premier plan dans la guerre sanglante opposant maghrébins et corses pour le contrôle des machines à sous clandestines dans la région. Pour la police, aucun doute, la tuerie du bar des Marronniers est signée de la vendetta corse. Mais ce n'est pas tout. Un ADN est relevé sur les lieux du crime, et ce n'est pas celui des victimes. L'un des meurtriers s'est blessé, une balle a malencontreusement ricoché, un témoin était aux premières loges. C'est surtout que c'était un commando de la police qui arrivait, parce qu'ils étaient tous en noir, cagoulés, donc style un peu commando corse. Après ça a tiré, ça a été des rafales, donc après je peux pas vous dire combien, mais bon, au moins une trentaine. Ils sont partis comme blessés, ils ont entraîné, ils sont montés en voiture, ils sont partis. La nuit du crime, un homme est admis aux urgences de la clinique Clerval à Marseille sous une fausse identité. Il s'agit d'Ange Toussaint Federici, une pointure du milieu corse. Mais pour se faire opérer en toute discrétion, il téléphone à Paul Lantieri, qui dispose de l'entregent adéquat. Et au nom de la solidarité insulaire, Lantieri lui déniche un chirurgien.
Xavier Monnier est journaliste d'investigation à Bakchiche Info. Il a mené une enquête documentée sur l'affaire du Cercle Concorde. Paul Lantieri lui trouve une clinique, en l'occurrence la clinique Clerval dans le sud de Marseille, pour se faire opérer. Il se fait opérer sous un faux nom. Manque de bol, tout le monde est sur écoute. Donc, tout le monde se fait coffrer à plus ou moins de terme et tout le monde est identifié. Sauf que Anchoussin Federici termine sa cavale, il est coffré. Et Paul Lantieri part pas en cavale du tout, mais il est arrêté et 2 semaines après, il est libéré par le juge des détentions et libertés. Et le Cercle Concorde ouvre en grande pompe, avec beaucoup de people. Le Figaro la qualifiera à la soirée d'ouverture de soirée people de l'année. Mais le triple meurtre de Marseille amène la justice à s'intéresser de plus près au Cercle Concorde et à son financement. La piste de l'argent mène les enquêteurs en Suisse sur les comptes d'un banquier genevois, François Rouge. Entrepreneur atypique dans le monde de la finance, François Rouge est l'associé de Paul Lantieri. Yann Hamel est journaliste au Matin Dimanche, un hebdo helvète. Il connaît bien François Rouge. Il était riche et puis il voulait d'autres sensations. Je veux dire, dit ma banque, elle tournait toute seule. J'étais à la tête, je suis le patron. Il gagnait beaucoup d'argent. Il a voulu faire autre chose. Et notamment, il s'est lancé dans l'immobilier. Il s'est lancé dans l'immobilier en Suisse, en rachetant des hôtels de luxe. Mais il s'est également lancé dans l'immobilier, ce qui est moins connu en France et notamment en Corse. Et c'est là qu'il a connu Lantieri. Il l'a trouvé sympathique, marrant, type de la jet set, et puis ils ont sympathisé. Il l'invitait en Suisse, ils faisaient la fête ensemble. Et puis quand on lui a parlé du Cercle Concorde, il faut voir qu'un cercle de jeu, ça rapporte beaucoup d'argent, je crois. Estime à 300 000 € par mois. Donc voilà, je veux dire, c'est la bonne opération. Le ministère de l'Intérieur donne l'autorisation, donc Rouge peut dire, bah, écoutez, on m'a donné l'autorisation, donc c'est légal. Le ministre de l'Intérieur dit OK. Pourquoi j'ai à me douter de quoi que ce soit? Je veux dire, je suis dans une opération blanc-bleu, je mets mon fric pour gagner plus de fric. C'est un peu l'exemple type, quand même peu fréquent, mais qu'on connaît ici en Corse et dans quelques autres endroits en France, d'une union sacrée, si je puis dire, entre le monde du financier, qui peut y impliquer des gens qui ont tout à fait pignon sur rue, et le monde du banditisme. Ce dossier à tiroir est piloté depuis Marseille par une juridiction spécialisée dans la délinquance financière et le crime organisé. À ce jour, 18 personnes sont mises en examen. 2 sont encore détenus. Et les chefs de mise en examen, c'est blanchiment, bande organisée, association de malfaiteurs, non-justification de ressources, c'est-à-dire des délits qui à la fois unissent l'aspect financier, blanchiment d'argent, recyclage d'argent noir ou d'argent sale, avec la notion d'association de malfaiteurs qui démontre que le fond, le contexte général de cette affaire, c'est une entreprise de banditisme. En novembre 2007, la police siffle la fin de la partie. De multiples perquisitions sont menées en France et en Suisse. Le cercle est fermé dans la foulée. François Rouge appelle alors son associé Paul Lantieri et le banquier suisse semble complètement paniqué. C'est la fin du monde, là je te le dis. Opération simultanée ce matin. 6h30 ils étaient chez moi. Toute la banque, ils ont tout. Ils ont tout pris. Énorme opération. Merde. Le vrai problème, c'est qu'ils ont tout le financement du cercle. Alors maintenant, il faut que je me débarrasse de quelque chose. Crime organisé, jeu et mondanité, le cocktail du Cercle Concorde rappelle un schéma classique de la sociologie criminelle, trouver des outils adaptés pour pénétrer les plus hautes sphères de la société. C'est par des structures comme celle-là que le crime organisé peut s'infiltrer dans la société civile et la corrompre. Quand le cercle dont on parle a été ouvert, le soir de l'ouverture officielle, il y a eu une réception grandiose. Regardez qui était présent. Ça, il n'en a pas été question dans la presse people, mais regardez qui était présent. Les personnalités de tous ordres, des stars, des sportifs de haut niveau, des personnalités politiques même, des gens des médias, et ça c'est pas innocent. Et donc par l'intermédiaire de lieux comme ça où les bandits peuvent se mélanger avec les gens qui sont les stars d'aujourd'hui, people, etc., on arrive à les approcher, on arrive à les corrompre, et à ce moment-là, comme la société au sommet
les gens sont proches les uns des autres, on arrive aux entreprises, on arrive à la classe politique, et là on peut en arriver à la vraie corruption. Aujourd'hui, Paul Lantieri est en cavale et l'instruction se poursuit. Les mafieux et le jeu, c'est savoureux, mais presque anecdotique aujourd'hui. En la matière, le vrai boss, c'est l'État. Il a distribué les cartes aux 3 seuls opérateurs autorisés à exploiter l'industrie du hasard. Les loteries, les paris sportifs et les jeux à gratter sont le domaine exclusif de la Française des Jeux. Les courses hippiques sont le précaré du PMU, le pari mutuel urbain. Les machines à sous et les jeux de table reviennent aux casinos et cercles de jeux. En théorie, ces 3 acteurs historiques n'ont aucun concurrent et redistribuent 60% de leurs bénéfices au trésor public, près de 5 milliards d'euros. C'est le pactole du monopole. Une industrie sur laquelle les autorités opèrent un contrôle très serré, un service de la police judiciaire est même exclusivement dédié à cette activité. On l'appelle les courses et jeux. Alors lui, c'est un des premiers inspecteurs des jeux, qui était commissaire spécial du casino, donc un des premiers contrôleurs de la réglementation des jeux dans les casinos. Nous sommes dans une législation d'exception. L'ensemble de la pratique des jeux de hasard est interdite, sauf ceux qui sont autorisés, c'est-à-dire par les textes. La ligne directrice permanente est le contrôle, la surveillance de la sincérité, de la régularité des jeux dans les casinos, dans les cercles de jeux, dans les hippodromes et en matière de courses hippiques et de paris hippiques, et également en matière de jeux sur Internet faisant appel aux nouvelles technologies. Deauville, dans le Calvados, fameuse pour ses planches et son prestigieux casino. Jean-Marie Mauduèche dispose de son propre badge et connaît tous les codes d'accès de la maison. Il est ici comme chez lui, pourtant ce n'est pas un manager de l'établissement. Faux air d'inspecteur d'Éric, mais vrai policier, il est le patron des courses et jeux en Basse-Normandie. Dans le casino, les rouleaux des machines à sous tournent déjà depuis 10 h du matin. Elles occupent l'espace le plus important de l'établissement. Quant aux jeux traditionnels comme la roulette et les jeux de cartes, ils ouvrent dans l'après-midi. 50, 75, 100, 100, 200. Avant l'ouverture des jeux, Jean-Marie vérifie les encaisses, c'est-à-dire le montant total en jetons, à chacune des tables. Et les formalités ne sont pas terminées. Après les jetons, Jean-Marie passe aux cartes à jouer. Il faut vérifier les paquets neufs qui sont mis en circulation. On a d'abord visé le bon de commande des cartes. Donc les casinos sont tenus de se fournir auprès de fournisseurs agréés. Et quand les cartes reviennent, on les intègre. Et celles qui sont usagées, on doit donc procéder à leur destruction. Pour qu'elles ne puissent plus resservir et ne pas se retrouver dans des mains qui ne seraient pas innocentes. Voici l'abattoir pour vieux paquets. Pas de pitié pour les cartes usagées. À présent, rien ne va plus, c'est l'heure de passer à table. Chaque semaine, un policier du service passe au moins une fois dans ce casino. Les incidents y sont rarissimes, mais en 2006, la direction a soupçonné un cas de baronnage, c'est-à-dire une entente entre un croupier et un joueur afin d'arnaquer le casino. Sur un seul coup, le client mise 200 €, qui lui en rapporte 200 000. Dans un premier temps, le casino a donné donc les jetons et les plaques du paiement. Et c'est uniquement au moment où le client a voulu aller en caisse opérer le change que là il s'est vu refuser cette opération parce qu'entre-temps donc le casino avait demandé un contrôle vidéo et ils se sont aperçus qu'il y avait notamment au moment du mélange les procédures n'avaient pas été respectées. On a donc placé dans la soirée en garde à vue donc le croupier et le joueur. Tricher dans un casino est un jeu dangereux. Stéphane Vanel est un artiste qui travaille à Las Vegas. C'est l'un des meilleurs manipulateurs de cartes au monde. Quand une main se termine,
Toi, généralement, ce qui se passe, c'est que les cartes, elles sont retournées vers le haut. C'est vrai. Donc tu vois, tu vois par exemple, là, tu vois, rapidement, tu peux voir que les as, ils sont au-dessus. Ouais, c'est énorme pour toi, j'imagine pour un mec. En plus, toi, tu peux le faire semblant que clac, je coupe, je le fais comme dans les casinos. On coupe, on mélange, tac. Ça, c'est ce qu'il ferait. Je te le fais en plus, comme si vraiment j'étais en train de rater, j'étais un mec qui mélange pas bien. Ah, tu peux faire ce que tu veux, mais tu vois, regarde là, boum. Ouais. Tu récupères les 4 as. Je te le fais disparaître même, regarde. Un bon tricheur, si tu mets à l'intérieur du paquet à l'as de carreau, toi, il peut mélanger, couper, etc. Tu vois. Ça, je te le fais à la bon tricheur. Toi, si tu récupères par exemple le 3 de carreau, tu fais tout de suite le bon tricheur, tu vois, il peut récupérer son as. Coup d'œil et dextérité au service d'une illusion quasi parfaite. La finalité pour le donneur tricheur est de distribuer des cartes déjà choisies dont il a repéré les positions dans le paquet. Techniquement, il faut avant tout savoir simuler le mélange. Quand je mélange, tu vois, je pousse les cartes. Donc tu peux voir ça. Et au dernier moment, quand j'approche, tu vois, je fais un petit break ici. Tu vois ce que c'est? Donc tu les fais glisser les unes entre les autres. Donc en fait, quand je reprends le break et je pousse, tu vois, quand je reprends, je fais pivoter les cartes et je les ressors. Et après, je coupe et je fais un faux mélange. Selon une estimation, une trentaine de manipulateurs dans le monde exercent leurs dons à des fins frauduleuses. Rien qu'une poignée de tricheurs d'élite. T'as vu ça? Dans l'affaire de baronnage aux barrières, le tribunal a finalement relaxé le croupier et le joueur. L'ancien employé est aujourd'hui joueur professionnel de poker. Le casino a été contraint de payer les 200 000 € de gain. À une centaine de kilomètres de Deauville, Luc-sur-Mer, une petite station balnéaire. Idéalement située les pieds dans l'eau, c'est le casino. Et s'il se trouve un casino dans le coin, Jean-Marie n'est jamais bien loin. Cet après-midi, il doit justement rencontrer 2 apprentis croupiers. Quand tu t'entrées, ça va bien? Ça va. Ça va bien? Oui. Le petit jeune sont là? Oui. En formation? Cours de mélange des cartes. Mais ici, attention, pas question de faire semblant. Première fois, en 2 tas, à peu près égales. C'est maintenant l'heure de l'audition devant Jean-Marie. Seule la police est habilitée à accréditer les croupiers. C'est un métier sous surveillance. Donc, je vais vous remettre votre carte professionnelle. Elle vous a été remise donc, après une enquête où on n'a rien trouvé défavorable sur vous. Il est évident que si votre comportement changeait, aussi bien à l'intérieur du casino que sur de graves affaires à l'extérieur, on est susceptible donc, de vous l'enlever. Précaution qu'on vous demande, c'est d'éviter d'aller jouer dans les casinos voisins. Parce que bon, on a eu des soucis dans un passé récent avec des croupiers. Tout à fait, il faut garder une certaine distance avec les joueurs, d'autant que bon, le joueur en question, lui, avait beaucoup de moyens, donc il lui arrivait donc, de prêter de l'argent aux employés pour jouer. Donc on arrivait à certaines dérives. C'est désormais officiel, ils sont de la partie. J'étais tourneur-fraiseur en fait. Et donc c'est un métier qui m'a jamais plu tant que ça, quoi. Je me cherchais un peu, quoi. Et puis via internet, j'ai trouvé cette formation-là. Donc je me suis lancé et puis ça m'a plu, donc voilà. Exit le bleu de travail, Fred s'apprête à revêtir l'uniforme du jeu d'argent. Dans course et jeu, il y a le mot course. Les hippodromes sont donc inclus dans le terrain d'action des policiers du service. Celui de Deauville, prestigieux, est exclusivement dédié aux galopeurs. Mais le cheval est aussi un monde à la grammaire particulière. On y retrouve Jean-Marie Mauduèche et son adjoint Paul, un expert du hippisme. Direction la balance, rituel obligatoire. Le poids de chaque jockey est minutieusement consigné.
Donc là, tu vois, tu as la pesée des jockeys là, qui sont en train de vérifier que les poids correspondent au poids déclaré sur la liste des partants. Donc ils le font avant la course et après pour ceux qui sont dans l'argent. C'est surtout parce qu'en fonction de leur valeur, ils sont obligés de porter ce poids. C'est notamment le cas dans les courses à handicap où le handicapeur essaye de mettre tous les chevaux sur un pied d'égalité et donc par rapport à ça, il fixe le poids des chevaux. Récemment affecté dans le service, Paul s'est d'abord fondu dans le décor pour appréhender ce monde qui échappe aux non-initiés. Même le directeur de l'hippodrome a mis du temps à s'intégrer. Je ne suis pas issu du milieu en plus. Alors à l'époque, c'était pas évident. Maintenant, peut-être un peu, mais... C'est pas simple d'y rentrer quand même. Les gens sont très méfiants. Difficile pour les policiers de pénétrer cette société du cheval. Empreinte de bourgeoisie provinciale et de tradition rurale, elle fonctionne en vase clos. C'est un microcosme, le monde des courses? Oui, c'est un microcosme. Ouais. Ouais, c'est un monde bien fermé, bien à part, où les gens s'entendent bien entre eux, on va dire. Grégory Benoît fait partie de la caste des jockeys, un cercle également très fermé. C'est pas évident de faire sa place parce qu'il y a quand même 700 licenciés en France, donc c'est pas évident de se faire une place dans tout ça, mais bon, faut être hargneux. Aujourd'hui, t'es pro? Oui, je suis professionnel actuellement, oui, déjà depuis 6 ans. C'est déjà un moment. C'est quoi ton contrat? T'es freelance? Je bosse à droite à gauche, je rends service à un maximum d'entraîneurs pour pouvoir avoir beaucoup de chevaux à monter l'après-midi en course. C'est parti pour la... Casaque verte et tunique pastel, Grégory et son cheval Palampur sont mal partis dans ce prix du ruisseau des Ouïes. Bloqué à la corde, notre favori se tient à l'arrière-garde, mais il n'a pas dit son dernier mot. Dans la ligne d'arrivée, le galopeur fait montre de toute sa classe et se prépare à enrhumer ses concurrents. Devant la télé des balances, la propriétaire de Palampur voit son poulain pleinement assumer ses responsabilités et franchir premier la ligne d'arrivée. Il va s'imposer Mariners Doll pour la deuxième place. Mais posséder un cheval n'est pas réservé aux véritables professionnels du métier. Cela peut aussi devenir un pari pour le simple turfiste. Le premier cheval, il a pris, à l'époque, c'est pareil, en francs, il a pris 42 millions. Après, on a cru qu'on a réinvesti. On a réinvesti, mais l'investissement n'a pas été très bon parce que des fois, on est mal conseillé, puis ça se passe pas toujours bien. Un petit peu retour perdu, oui. Oui, c'est exactement ça. J'en suis à mon 8e trotteur, j'ai 58 ans. Vous allez bien? Voilà. Il y a un gros facteur chance. C'est comme le gars qui est autour d'une table de poker, qui part avec un 2 et 3, et puis qui a 4, 5, 6 au flop, et voilà, c'est tout. Mais c'est pareil, c'est un petit peu la même chance. Ça ne joue à rien. Des fois, on va dans un pré, on voit 3 chevaux qui vous plaisent, on en jette 2, et le troisième, c'est celui-là qui a du potentiel et qui gagne de l'argent, quoi, voilà. Immédiatement après une épreuve, les chevaux se rendent dans le rond pour s'acquitter d'une autre procédure inscrite au code des courses, l'identification. Chaque animal dispose d'une puce implantée généralement dans l'encolure. Il manque le 4 et le 7. Le 7, c'est moi. Tous les chevaux sont vérifiés avant la course avec le livret d'accompagnement et après, ainsi que la puce, et on la revérifie après la course. Pour voir si c'est le bon cheval. Voilà. Après l'identification, les chevaux arrivés dans les premières places doivent se rendre chez le vétérinaire pour le contrôle antidopage. Mais 20 minutes après la vérification électronique de sa puce, le gagnant Palampur reste introuvable. Non, dans ce moment, il n'y a pas aucun cheval au prélèvement. Il est suivi pendant que le cheval se récupère de la course. Et ensuite, il va venir au box de prélèvement. Alors, dans ce moment, il tourne. Alors, il tourne. Ça veut dire, bon, ici, le docteur Alvarez semble embarrassé. Pour détourner notre attention, il nous montre alors un cheval blessé. Et il existait une hémorragie qui revenait à fur et à mesure que le cheval
Donc il va arriver là bientôt, le cheval, le gagnant au moins. Oui, il doit arriver dans les demi-heures. Dans la demi-heure. 30 minutes, ce délai intrigue les policiers. Je croyais qu'il allait directement du rond de présentation au box vétérinaire, mais si on lui laisse une demi-heure, c'est... Une demi-heure maxi pour qu'il se présente. Bah oui, mais bon, en une demi-heure, tu peux faire des trucs quand même. Mais il y a des médecins qui sont forts, mais bon. Après, je suis pas biologiste, donc je sais pas ce qu'on peut faire en une demi-heure, mais bon, je pensais qu'ils allaient directement du rond au box réservé aux vétérinaires. Moi, je sais qu'en une demi-heure, je comprends pas pourquoi une demi-heure. Il arrive. Enfin, Palampur apparaît dans l'aile des services vétérinaires. 2 prélèvements seront effectués sur le galopeur. Dans le box, on commence d'abord par siffler. Cela incite, paraît-il, le cheval à uriner plus rapidement. L'échantillon sera envoyé pour analyse dans un laboratoire spécialisé. Au niveau des numéros, c'est confidentiel. Là, je pense que... Une prise de sang est parfois effectuée, mais elle n'est pas systématique. Dans le milieu, les cas avérés de dopage volontaire sont statistiquement très rares. Mais en matière de substances illicites, les policiers se sentent parfois confrontés à une ambiance de loi du silence. Là, au jour d'aujourd'hui, vous prenez dans le trou des rumeurs de dopage, vous en avez. C'est toujours les mêmes qui sont ciblés. Par contre, vous n'en avez pas un qui vous parlera. On vous le dit comme ça, comme même, mais il n'y a personne qui vous parlera. Ils se plaignent, mais beaucoup vous disent, si on parle, derrière c'est nous qui allons nous faire injecter, parce que souvent c'est les gros, en plus c'est les grosses familles ou les gros entraîneurs bien, et puis au niveau des instances dirigeantes, ceux-là ils sont un petit peu protégés. La Basse-Normandie compte 31 hippodromes et 16 casinos pour seulement 3 policiers aux courses et jeux. Pas facile de mener à bien les enquêtes judiciaires. Pour Palampur, le contrôle antidopage s'est révélé négatif. Mais quand on s'attaque au monopole de l'État, les courses et jeux peuvent mettre le paquet. 5 février 2008, perquisition d'envergure dans les locaux d'une PME soupçonnée de placer des machines à sous dans les cafés. C'est l'affaire Visionex. Visionex, c'est peut-être une micro-faille dans le monopole. Une bonne idée. Sur les bornes, pour 2 € les 10 minutes, on a accès à Internet. À chaque fois que l'on met 2 €, petit cadeau, une loterie électronique, on peut y gagner jusqu'à 100 €. Le principe a déjà séduit près de 500 établissements, comme ce café situé en périphérie de Lille. Un troquet populaire, tout y est vert, c'est la couleur du PMU. Tu rentres le cas, tu rentres. Mais depuis peu, l'orange de Visionex a fait son apparition. Le patron est ravi de sa nouvelle borne. Il faut dire qu'ici c'est une salle de jeu hein, entre le PMU, les Françaises des Jeux et puis ça maintenant. Donc c'est que du plaisir pour mes joueurs. Ils s'éclatent. Et cette clientèle de joueurs semble davantage s'éclater avec le billard électronique gratuit qu'en surfant sur la toile. J'ai pris 60 dimanche, moi. Ça, il est hors de question. Je fais les chevaux que dans le toit, parce que les chevaux, ça va pas. Terminé. Fini Ça va vite, hein. 2 €, ça va vite. Hein. C'est exactement le même profil que le bandit manchot, en fait, parce que les mecs mettent de l'argent, ils ne gagnent rien. Ouais. Celui qui passe derrière avec une petite pièce, il peut tout ramasser. 2 €, je suis resté 40 minutes, elle m'a donné 30, 20. Elle est obligée de donner de l'argent, cette machine. À un moment donné, oui. Elle n'a pas le choix, mais il faut tomber sur ça, quoi. Et avec la Julie, Cathy me disent toute l'après-midi ils ont dépensé des thunes, ils n'ont rien pris. Moi je suis arrivé au soir, j'avais perdu 100 €, tu sais. Tiens, je vais risquer 2 €. Bah tu vois, il y a une taille là qui arrive. Ouais. 20 € sur 20 €, 20 € sur 20 €, 20 € sur 20 €. Elle sort avec rien du tout. Au salon des cafetiers, Olivier Sigouanet, le PDG de Visionex, présente ses machines à toute la profession. Chez les pros du bistrot, on est amateur de brèves de comptoir. L'entrepreneur ne se prive pas pour raconter sa mésaventure judiciaire. 56 heures de garde à vue, déféré au parquet. Ouais, comme Philippi, là. Vous savez, la même histoire. Hein, Qu'est-ce qu'ils avaient comme motif? Enfin, quelle était l'inculpation? C'était quoi? Infraction à la législation sur les jeux de hasard. Visionex est une machine à sous. Ils sont venus me chercher à l'usine à 10 h le matin, en Normandie. Ouais. Tout le monde en garde à vue.
perquisition de l'usine, qui n'était pas chez moi. Olivier Sigouanet a aujourd'hui repris des couleurs et semble plus rassuré quant à la légalité de son activité. Mais il était très inquiet quand l'affaire a éclaté. Le PDG avait même fini par douter. Quand ça t'arrive, tout le monde a un doute. Il n'y a pas simplement que le dépositaire qui peut avoir un doute. Même mon entourage familial avait un doute. Mais est-ce que... C'est vrai, ça fait des mois que tu nous dis que tu as pris toutes les précautions, parce qu'il faut prendre toutes les précautions dans ce métier. Mais ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est insensé. Ça paraissait insensé. Il y avait une faille, il y avait quelque chose. Moi-même, je me suis dit, mais ils ont raison. Au bout de 56 heures, quand on vous a dit, monsieur, vous êtes un truand, vous cachez votre jeu, vous abusez des gens, vous avez abusé de toutes les personnes que vous avez rencontrées. Olivier Sigouanet a-t-il trouvé la martingale juridique pour contourner le monopole? Autre question posée par ce dossier, celle de l'indépendance de la police. Quand l'affaire a éclaté, les policiers ont été accusés d'avoir agi en service commandé pour la Française des Jeux. Il n'y a jamais eu, au niveau du service central des courses et jeux ou de la sous-direction des courses et des jeux, sous son ancienne appellation, quelque influence extérieure que ce soit sur la diligence menée en matière de police judiciaire comme en matière de police administrative. J'insiste lourdement là-dessus. Aujourd'hui, Visionex poursuit son activité. Parce que c'est aujourd'hui. Vous savez que c'est la bataille, c'est maintenant. Comment il faut faire pour se rencontrer là, sur place ou pas? Et vous avez quoi Vous êtes dans... Alors le département, c'est combien? De microfailles apparaissent dans le monopole, mais Internet a déjà ouvert la grande brèche. De multiples sites s'y sont engouffrés pour proposer leurs casinos, poker et paris en ligne, tous illégaux en France. Une déferlante de jeux d'argent au nez et à la barbe du fisc et du monopole des opérateurs historiques. La Française des Jeux a déclaré une guerre ouverte à cette nouvelle génération de concurrents qui empiètent sur sa chasse gardée. Elle a d'ores et déjà déposé plusieurs plaintes. Là, aujourd'hui, nous, on vit une situation en tant que Française des Jeux de préjudice, puisque on ne peut pas concourir alors que cette offre illégale a prospéré. C'est vrai que les nouvelles technologies et Internet ont amené une concurrence à portée de clic. L'ensemble des opérateurs, ou la très grande majorité des opérateurs donc qui ne sont pas légaux en France aujourd'hui, opèrent à partir de paradis fiscaux. C'est Gibraltar, c'est Malte, c'est les îles anglo-normandes, les îles Caïmans. Si les principaux opérateurs de jeux en ligne sont immatriculés dans les confettis de l'Union comme Malte ou Gibraltar, ce n'est pas que pour des raisons fiscales. C'est aussi en vertu du droit européen. Le monopole contrevient aux règles de libre-échange de l'Union. C'est la position de la Commission européenne. Et devant les menaces de poursuite, la France a cédé. Elle doit ouvrir son marché. Le dossier est porté par le ministre du Budget, Éric Woerth. Il doit convaincre de nombreux députés hostiles à la déréglementation du marché. Nous savons tous que les jeux sont un domaine de prédilection, de dérive, de criminalité, de blanchiment, de dépendance et d'addiction. Or, dans ces conditions, ma question est simple, monsieur le ministre. Vous vous êtes prononcé pour une ouverture maîtrisée. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour éviter la criminalité, pour éviter le blanchiment, pour éviter bien évidemment la dépendance, la protection des mineurs, le juste retour d'un financement pour les justes causes et la pérennité de la filière hippique? Quelles sont vos réponses? La parole est à monsieur le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique. Moi, j'ai confiance sur notre capacité à pouvoir ouvrir ce secteur. Nous ne l'ouvrirons que si nous avons évidemment en face que les moyens de le contrôler. La plus mauvaise des situations et la situation la plus dangereuse est celle d'aujourd'hui, monsieur le député, et nous allons bien évidemment y mettre fin en toute responsabilité. La loi devrait être votée d'ici 2010. Une licence permettra à l'opérateur d'exercer en toute légalité sur le territoire français, avec publicité et marketing. Mais il reste encore des arbitrages délicats, notamment la fiscalité qui sera appliquée. Les nouveaux opérateurs pourront organiser des paris sur les courses hippiques françaises, sans craindre de poursuite. Le PMU voit son confortable monopole disparaître, et le monde du cheval, pour l'instant si protégé, s'inquiète.
Il y a un risque de concurrence, de délocalisation des jeux. Si nous ne faisons rien, il est évident que le PMU va s'assécher et que si les jeux du PMU s'assèchent, eh bien c'est toute l'activité économique qui est remise en cause. On a pu constater que des États dans lesquels ils n'ont pas veillé à maintenir la filière économique, vous prenez le cas de la Belgique, vous prenez le cas de l'Allemagne, même de l'Italie aujourd'hui, les courses sont en train de décliner car il n'y a pas le retour aux professionnels, retour financier et économique aux professionnels, et toute la filière est remise en cause. Tu penses que l'ouverture va se faire quand? Moi je pense que ça va être en fin d'année. Oui, pas avant 2009, parce que moi je suis dans le comité. Non. Fin 2009. Fin 2009, oui. Ah bah pour l'instant il n'y a rien de fait. Hein. Pour l'instant on est en train de s'engueuler entre nous. Non seulement on a d'autres chats à fouetter, mais c'est qu'il y a un véritable risque, et ça, Woerth en est parfaitement conscient. Hein. France Gallo, l'une des deux sociétés qui chapeautent toute la filière et le PMU, a décidé de préparer la révolution des champs de course. Nommé récemment à sa tête, Hubert Monza, un proche d'Éric Woerth. Oui. Il faut là aussi appeler un chat un chat. Quand vous avez un monopole, quand vous avez un prélèvement sur les enjeux qui est assuré par l'État et reversé à la filière hippique, pourquoi voulez-vous sortir de ce système? Vous savez que c'est un système très protecteur. On vient d'années et d'années de croisades contre les sites illégaux que l'on considérait, à juste titre au regard de notre droit, comme des voleurs, comme des gens qui ne payaient pas à la filière hippique leur redevance. Bon, demain, ces gens-là, c'est ce que je m'efforce de faire accepter dans cette maison, nous les aurons en face de nous autour de la table comme des partenaires à part entière, au même titre que le PMU, puisque le monopole du PMU n'existera plus si cette loi est votée. L'arrivée d'opérateurs étrangers semble se préparer, mais à l'abri des regards. Paris, le 52 rue du Turbigo. L'appartement numéro 14 renvoie à un locataire au patronyme plutôt énigmatique. De l'extérieur, rien ne laisse présager qu'il s'agit des locaux français d'Unibet, un géant du pari sportif et du jeu en ligne. Après des années d'opposition frontale avec l'État, à quelques encablures de l'ouverture, il s'agit de faire profil bas. On essaye d'être présent de manière peut-être pas discrète, mais en tout cas pas de manière ostentatoire, dans la mesure où en ce moment l'État travaille à cette ouverture de marché. Donc on essaye de composer avec cette situation. En attendant pour Unibet, l'herbe est plus verte à Wimbledon, banlieue de Londres. Depuis l'Angleterre, l'opérateur suédois a entrepris son ascension progressive dans le monde du jeu en ligne. Immatriculée à Malte, l'entreprise a installé ses équipes opérationnelles dans le pays qui a vu naître le bookmaking. Alors que les monopoles européens sont en train de s'effondrer, c'est un moment clé pour se positionner sur les marchés. Un moyen parmi d'autres, le sponsoring sportif. Unibet vient de conclure un accord avec un grand club de foot espagnol. Ce type d'opération de sponsoring est assez cher. C'est-à-dire environ 2 millions d'euros. Et c'est juste pour 6 mois. Mais c'est une opportunité pour prendre part aux négociations en tant que véritable acteur du jeu en ligne dans l'Union européenne. Afin de proposer nos produits et faire du marketing, c'est à la fois une avancée politique et économique pour nous. Afin d'analyser au plus près les championnats du monde entier, l'entreprise emploie une grande diversité de nationalités, dont un bon nombre de Français. Le quotidien d'un book, déterminer la juste cote. En fonction de l'expérience, des infos qu'on peut avoir au niveau des plateformes des équipes, des blessures, des suspensions. On fait ça aussi en fonction de quelques statistiques. Après, il y a ce qui rentre en compte un peu, on va dire, un feeling. Et puis il y a l'état du marché, ce qu'a la concurrence. Et ensuite, il y a toujours des infos de dernière minute qui arrivent et qui font bouger le marché, en fait. Et donc c'est pour ça que le jour des matchs, les cotes peuvent pas mal bouger. En fonction des infos, comme un marché tout simplement. On peut même miser après le début d'une rencontre. Le book modifie alors les cotes en temps réel.
Je fais du pari en direct sur du snooker. Pendant le déroulement du match, je change les cotes en temps réel, en fonction de l'évolution du score et du nombre de manches remportées par chacun des joueurs. L'offre de paris est quasi illimitée. On y spécule entre autres sur les chances de Laurence Ferrari de rester aux 20h de TF1 ou sur le carnet rose des têtes couronnées. Quid des héritiers de la couronne du Danemark? La princesse Marie Cavalier, qui est française, est enceinte. Et c'est le dernier pari un peu fou qu'on a conçu. Est-ce que ça va être un garçon ou une fille? Quand est-ce qu'elle va accoucher? Est-ce que ce sera une naissance multiple? Le nom de l'enfant? Nous avons établi une liste de prénoms royaux traditionnels. Récemment, Unibet a développé son poker, une offre indispensable pour un site de jeux en ligne, mais les concepteurs sont vigilants. En décembre dernier, une énorme arnaque à 20 millions de dollars a été révélée sur un site pourtant très fréquenté. J'ai quelques tuyaux sur l'affaire. Pour commencer, la structure de la compagnie était un peu curieuse. Elle était établie au Costa Rica. Mais il y avait des serveurs au Canada. Mais on ne savait pas vraiment à qui elle appartenait. Qui vérifiait les comptes. Apparemment, les concepteurs du logiciel n'étaient pas assez encadrés. Certains utilisateurs détenaient des codes d'accès qui leur permettaient de voir les cartes de tous les joueurs. La chose étrange, c'est que les tricheurs ne jouaient même pas intelligemment. Et qu'une entreprise bien organisée, simplement grâce aux rapports statistiques, aurait dû déceler la fraude en moins d'une semaine. Sur ces ordinateurs, Unibet contrôle le montant et le volume des paris engagés. C'est un métier à risque. En 2008, Unibet a enregistré pour environ 675 millions d'euros en paris en tout genre. Retour dans l'Hexagone, le Stade de France. Aujourd'hui, ce temple du sport est investi par une catégorie inédite de compétiteurs, les joueurs de poker. C'est la 4e édition du France Poker Tour, un tournoi amateur dont les escales se tiennent partout dans l'Hexagone. Ce jour-là, on compte 1500 aficionados. Il n'y a aucun endroit au monde, en dehors des World Series of Poker, où on réunit autant de monde dans une seule pièce, autant de joueurs de poker. Tout semble légal, et pourtant, la compétition est sponsorisée par Winamax, un site de poker en ligne illégal en France. La publicité l'est également, alors ici, on évite de provoquer les autorités. Seule l'équipe de joueurs professionnels arbore les couleurs de Winamax. En mai dernier, à Tours, le tournoi a reçu la visite des policiers des courses et jeux, qui ont saisi les affiches de sponsors. À Tours, effectivement, il y a eu une perquisition des forces de l'ordre qui ont saisi du matériel publicitaire, contre toute raison juridique, puisque le Winamax étant un opérateur anglais et en application du traité de Rome, Winamax a le droit de proposer ses services aux joueurs français. Donc il est tout à fait inadmissible aujourd'hui que les autorités s'en prennent à un opérateur légalement établi dans un pays de la communauté. Et d'ailleurs, nous avons porté plainte contre les courses et jeux et contre le procureur de Tours qui a autorisé cette perquisition. Sur les 1500 joueurs du Stade de France, une trentaine s'est qualifiée pour la grande finale qui s'est tenue un mois plus tard. Mais lors de cette ultime étape, le France Poker Tour a émigré en Italie. Il est interdit en France d'intéresser la partie avec un prix en argent. Dehors de casino, les tournois, comme le tournoi qu'on voit aujourd'hui, le France Poker Tour, ça donne des tournois sans droit d'entrée. Je pense que, si je dis pas de bêtises, on peut organiser des tournois gratuits. Et on peut remettre des lots, mais on ne peut pas remettre de prix en argent. On ne peut pas remettre de liquide à la fin du tournoi. D'accord, pourtant là, il y a une notation là, pourtant, sur ce physique. Ouais, la dotation, c'est pour ça que la finale ne va pas être en France, elle va se faire à San Remo. Parce que le moment où on va remettre de l'argent aux joueurs, on ne peut pas organiser ça en France. Ouais. Le rôle des joueurs de l'équipe Winamax, animer les tables et faire rêver les foules. Nicolas Lévy fait partie de cette première génération de professionnels français. Le job d'une star du bluff, courir les casinos du monde entier.
Les derniers endroits où je suis allé, c'est Varsovie, Budapest, Amsterdam récemment. Je vais à Prague dans 15 jours et après on va aux Bahamas, dont on profite comme c'est l'hiver, là on est en décembre. On va aller aux Bahamas. Winamax couvre une énorme partie de nos dépenses, de nos frais, de nos déplacements, nous donne la chance en fait il y a beaucoup de variance. Même si le poker n'est pas un jeu que de hasard, sur un gros tournoi, il n'y a que 10% de joueurs payés, il n'y a quasiment que les 3 premiers qui prennent beaucoup d'argent. Il y a énormément de variance, donc Winamax nous donne la chance de vraiment s'y mettre à fond et de s'y mettre sur la durée, c'est-à-dire que celui qui a un mauvais 3 mois, un mauvais 6 mois peut tout à fait continuer sans avoir de problème à se poser. Et le pari a bien marché, puisque là ils ont fait les comptes aujourd'hui, on a gagné plus de 5 millions en un an et quelques, à peu près une dizaine. Afin de mieux populariser le poker, rien de tel que des people qui se fondent aux tables des kidam, comme Pierre Bénichou ou encore Vikash Dorasso. Bonjour. Bonjour. C'est marrant, il y a 1000 joueurs à Paris au Stade de France en train de jouer au poker. C'est une vraie mode, c'est un jeu très simple à jouer, assez convivial, où on peut... Il y a l'attrait de la compétition, de l'argent, des petits gains. Au terme du week-end, Pierre Bénichou a pris la tête du tournoi. Son avance en jetons est confortable. Dans le jargon des joueurs, on dit qu'il est le chip leader. Un mini-événement que la presse spécialisée s'est empressée de relater. Il fait un peu régner sa loi sur la table depuis hier. Apparemment c'est un joueur de cartes invétéré, mais c'est la première fois qu'il disputait un tournoi de poker en fait. Il a déjà beaucoup joué au poker, mais en format tournoi avec des amateurs comme ça, c'était la première fois pour lui. Ce qui est une bonne chose parce qu'on m'avait dit qu'il était très mauvais perdant, donc tant qu'il gagne, ça va. On le retrouve dans un duel avec Vikash Dorasso, dont les jetons sont comptés. L'ancien footeux annonce tapis. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. 7000 piles. Et l'emporte pour cette fois-ci. Hop là, vous voyez la monnaie, je vais tout prendre. Hein. Je vais tout prendre. Hein. Retour en Basse-Normandie, il est 10h. Le casino de Trouville vient d'ouvrir ses portes. En ces temps difficiles, il faut appâter le client. Petit-déj gratuit pour tout le monde. Les casinotiers accusent une baisse de 8% de leurs recettes. On fait tout pour attirer même le plus petit des porte-monnaies. Mise minimale 1 centime d'euro, c'est la machine de la crise. On a fait le test sur le casino de Trouville en lançant directement 15 machines à 1 centime il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et là, aujourd'hui, notre parc comprend 22 machines à 1 centime. Ce sont des machines où le client, aujourd'hui, pour des mises très raisonnables, passe du temps. Et juste en face, à Deauville, le soir venu, les feux du casino continuent de briller. Je ne vous laisserai pas quitter la salle sans voir notre jackpot à plus de 500 000 euros. Quand même. Donc sur ces 4 machines, pour 3 jetons de 1 euro, on peut gagner jusqu'à, donc là actuellement, 551 000 euros. C'est un jackpot qui attire évidemment énormément de monde, qui se joue uniquement avec 3 pièces sur ces 4 machines. Et un jour ou l'autre, un joueur va repartir avec 550 000 euros du casino. Et ça fait rêver beaucoup de gens, je peux vous dire. Mais le rêve vire parfois au cauchemar, quand sous les lumières du casino, l'argent brûle un peu trop les doigts des flambeurs. Commissariat de Caen, service des courses et jeux. Cet homme vient solliciter aux autorités un interdit de jouer. Inscrit dans un fichier national, la mesure assure sa mise au ban de tous les casinos et cercles français. Vous avez une pièce d'identité ? Bien sûr. Les bandits manchots du Calvados ont englouti toutes ces économies. Ça allait devenir... Non, ça allait devenir catastrophique. Ouais. Non, sincèrement, pour mon compte bancaire, non. Puis après, c'est... bon, on n'arrive pas à s'y faire. Alors, on va voir une maison de crédit, on emprunte, et on emprunte, et on emprunte. Non, c'est une situation infernale. Arriver au casino, après manger, disons vers 21h, on sortir, faire la fermeture. Ouais, ça m'est souvent arrivé, ouais. On croit toujours qu'on va se refaire, mais en fin de compte, on dit, bon, demain, je viens de perdre les 500 euros, demain c'est sûr, j'y vais plus. Ah non, demain c'est fini. Et puis, on est pris au jeu.
Le lendemain, on y retourne. À l'issue des 3 ans, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous ne faites rien et vous continuez à être exclu, soit vous sollicitez donc la levée de la mesure qui vous concerne. Si je me fais une petite santé, je peux toujours retourner, mais bon. Alors, ce que je dois quand même vous dire, c'est que, bon, effectivement, on a des gens qui demandent la levée directement de la mesure. Il faut savoir que le pourcentage de rechute est quand même très important. Vous êtes interdit de casino, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction, si vous voulez, de fréquenter les PMU, les PMU, les jeux, la Française des Jeux. Oui, bah ça, non, il y a longtemps que j'ai arrêté parce que ça rapporte rien. Si, ça rapporte à l'État, mais c'est tout. Alors ça, il y a longtemps que j'ai aboli ça. Et sans me faire interdire. Un loto mondial est annoncé pour les prochaines années. Dans le nouveau monde du jeu globalisé, on n'arrête pas le progrès. Bien, monsieur. Bon retour. Merci bien. Allez, au revoir.